Vous pensez que nous sommes seuls, car le ciel est silencieux. Mais vous avez tort. Mathématiquement, il est presque impossible que nous soyons seuls. Et c'est ça qui est terrifiant, car l'univers est conçu pour produire la vie, mais il ne nous permet pas de nous rencontrer. Dans notre galaxie, il y a 400 milliards d'étoiles, et autour d'elles gravitent 10 milliards de mondes habitables. La vie devrait être partout. Mais les lois de la physique ont placé une distance de 11 600 années-lumière entre nous. Atteindre la vitesse de la lumière demande une énergie infinie. C'est pourquoi aucun vaisseau ne pourra jamais franchir ce vide. Ils sont là, nous le savons. Pourtant, à cause de l'expansion de l'univers et des barrières énergétiques, nous ne pourrons jamais les toucher. Si cette prison cosmique vous donne aussi des frissons, appuyez immédiatement sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous. Vous êtes prêts? On commence. Les mathématiques disent qu'il devrait exister. Rien que dans notre galaxie, il y a des centaines de milliards de mondes potentiellement habitables, en orbite autour de centaines de milliards d'étoiles. C'est pourquoi les équations exigeant pratiquement que la vie intelligente soit apparue d'innombrables fois au cours de l'histoire cosmique. Mais c'est ici que ça devrait vous déranger, car l'univers n'a pas été construit pour les rencontres. Les mêmes lois de la physique qui permettent aux étoiles de brûler et aux planètes de se former ont construit une prison de distance, d'énergie et de temps si absolue qu'il est presque impossible pour deux civilisations de se toucher. Ce n'est pas une spéculation, c'est de la physique. Commençons par un chiffre qui devrait vous remplir d'espoir. 400 milliards. C'est une estimation prudente du nombre d'étoiles qui brûlent actuellement à l'intérieur de notre galaxie. 400 milliards de fourneaux nucléaires transformant l'hydrogène en hélium. C'est pourquoi ils déversent constamment de la lumière et de la chaleur dans le vide, réchauffant chaque monde qui orbite près d'eux. Mais toutes ces étoiles ne sont pas identiques, car certaines sont d'anciennes naines rouges, qui se sont allumées bien avant l'existence de la Terre, et qui continueront de brûler pendant des billions d'années après l'extinction de notre Soleil. D'autres sont de jeunes supergéantes bleues, brillantes et imprudentes. C'est pourquoi elles sont condamnées à se consumer en quelques millions d'années seulement. Pourtant, ce n'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, ce sont les étoiles ordinaires qui se situent quelque part entre ces extrêmes. Des étoiles semblables au Soleil, qui vivent des vies d'étoiles ordinaires pendant des milliards d'années. Car en orbite autour de ces étoiles ordinaires se trouvent des planètes ordinaires, où les lois ordinaires de la chimie ont des milliards d'années pour faire des choses extraordinaires. Nous savons que les planètes sont courantes, car nous les avons comptées. Le télescope spatial Kepler, lancé en 2009, a fixé un seul point du ciel pendant 4 ans. Il a surveillé la luminosité de plus de 150 000 étoiles dans la constellation du Cygne. C'est pourquoi il pouvait détecter les plus infimes variations. En réalité, le télescope cherchait de minuscules baisses de luminosité. Les infimes diminutions de clarté causées par une planète passant entre son étoile et le télescope. Ces baisses sont incroyablement subtiles, car une planète de la taille de la Terre passant devant une étoile de la taille du Soleil bloque environ 1% d'1% de la lumière de l'étoile. Détecter ce signal exige une précision phénoménale. Cela demande une patience qui se mesure en années. Mais Kepler y est parvenu
Kepler n'a pas trouvé des dizaines, ni des centaines, mais des milliers de planètes, des mondes rocheux plus petits que la Terre, des géantes gazeuses plus grandes que Jupiter, des planètes orbitant si près de leurs étoiles que leur surface brille de roches en fusion, des planètes orbitant si loin que leurs atmosphères gèlent en coquilles de cristal, des planètes dans des systèmes à 2 soleils, à 3 soleils. Il y avait même des planètes en orbite autour des restes d'étoiles mortes. C'est pourquoi, lorsque les scientifiques ont extrapolé les découvertes de Kepler à l'ensemble de la population d'étoiles de la Voie lactée, le résultat a été stupéfiant. En moyenne, chaque étoile de notre galaxie possède au moins une planète. Cela signifie que la population planétaire totale de notre galaxie dépasse probablement 1 billion de mondes individuels. 1 billion. Si vous pouviez visiter une planète par seconde, ce tour prendrait plus de 31 000 ans. Mais tous ces mondes ne peuvent pas abriter la vie telle que nous la connaissons, car beaucoup orbitent trop près de leur étoile mère, cuisant sous des radiations si intenses qu'elles arrachent les atmosphères et font bouillir les océans jusqu'à la vapeur. D'autres dérivent dans les régions glacées de leur système, où les températures chutent à des centaines de degrés sous zéro. C'est pourquoi toute eau de surface est emprisonnée dans des kilomètres de glace. Pourtant, entre ces extrêmes se trouve une zone que les astronomes appellent la zone habitable. Que signifie la zone habitable ? C'est la bande de distance orbitale qui permet des conditions où l'eau liquide peut exister de manière stable à la surface d'une planète. Pas si près que l'eau bout, pas si loin qu'elle gèle. Cette zone varie en fonction de l'étoile, car autour d'une faible naine rouge, elle se situe près de l'étoile. Autour d'une brillante étoile bleue, elle s'étend vers l'extérieur. Autour d'une étoile, comme notre Soleil, elle tombe dans une plage qui inclut l'orbite de la Terre. Cela ne signifie pas que l'eau liquide est une garantie de vie. Mais c'est le seul solvant où chaque processus biochimique connu fonctionne. C'est pourquoi, là où il y a de l'eau, la chimie a le temps et le milieu pour progresser vers la complexité. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Les estimations prudentes suggèrent qu'environ 20% des étoiles de type solaire abritent au moins une planète rocheuse dans leur zone habitable. Il y a entre 10 et 20 milliards d'étoiles de type solaire dans la Voie lactée. C'est pourquoi, rien qu'autour de ces étoiles apparaissent entre 2 et 4 milliards de mondes potentiellement habitables. Mais le vrai chiffre vient des naines rouges. Car les naines rouges, qui constituent environ 70% de toutes les étoiles de la galaxie, abritent aussi des planètes rocheuses dans leurs zones habitables. Lorsque ces systèmes sont inclus, le nombre total de mondes potentiellement habitables dans notre galaxie grimpe à 10 milliards, ou même plus. 10 milliards de mondes. 10 milliards d'endroits où l'eau liquide pourrait couler. 10 milliards de laboratoires de chimie. Mais, que vous croyez ou non à ce chiffre, ne change rien à ce qui va suivre. Car si l'émergence de la vie est une probabilité extrêmement faible, même 10 milliards de mondes habitables ne pourraient produire qu'une poignée de planètes vivantes. Pourtant, il y a des raisons de penser que la vie n'est pas si rare. Sur Terre, la vie est apparue assez rapidement. La planète s'est formée il y a 4,5 milliards d'années. Le bombardement d'astéroïdes le plus intense a diminué il y a environ 4 milliards d'années. Et les plus anciennes signatures chimiques d'activité biologique confirmées remontent à environ 3,7 milliards d'années. Donc,
La vie n'a pas attendu. Elle est apparue presque aussitôt que les conditions l'ont permis. Cette observation a poussé certains astrobiologistes à affirmer que la vie apparaît facilement, partout où les conditions le permettent. Si c'est vrai, alors le nombre de mondes vivants dans notre galaxie n'est pas de 10, mais de milliards. Et si même une petite fraction de ces biosphères finit par produire de l'intelligence. La Voie lactée devrait contenir de nombreuses civilisations technologiques à tout moment. C'est pourquoi, supposons que parmi des milliards de mondes potentiels, la vie apparaisse sur environ 1 sur 1 million. Cela fait 10 000 mondes vivants. Supposons qu'un monde vivant sur 1000 finisse par produire une civilisation technologique. Cela nous donne 10 civilisations actuellement actives dans la galaxie. 10 est un petit nombre. Mais 10 civilisations signifient aussi autre chose. Une signification beaucoup moins prometteuse. Cela signifie que ces civilisations sont extraordinairement éloignées. Car la Voie lactée n'est pas un petit endroit. Elle mesure environ 100 000 années-lumière de bord à bord. Son épaisseur est d'environ 2000 années-lumière. C'est pourquoi son volume total couvre une zone de l'ordre de 15 billions d'années-lumière cubiques. Voilà l'arène. Maintenant, distribuez aléatoirement 10 civilisations dans ce volume. Les mathématiques nous donnent la distance au plus proche voisin. Pour 10 points répartis sur 15 billions d'années-lumière cubiques, la séparation attendue entre les plus proches voisins est d'environ 11 600 années-lumière. 11 600 années-lumière. Dites cette distance lentement et laissez-la s'imprégner dans votre esprit, car même la lumière elle-même, se déplaçant à 300 000 km par seconde, a besoin de 11 600 ans pour franchir ce vide. Un signal radio émis par une civilisation atteindrait son plus proche voisin après 116 siècles. La réponse prendrait tout autant de temps. Cela crée un délai de communication aller-retour de plus de 23 000 ans. C'est la première et la plus brutale vérité, montrant qu'exister ne garantit pas le contact. L'univers, qui offre des milliards de possibilités de vie, a séparé chacune d'elles par un vide presque infranchissable. Mais la distance seule, aussi grande soit-elle, est théoriquement un problème de patience et d'ingénierie. Peut-être qu'avec assez de temps et d'énergie, même 11 600 années-lumière peuvent être surmontées. Pourtant, l'univers n'accorde ni temps illimité, ni énergie illimitée. Il impose des contraintes, strictes, gravées dans la structure la plus profonde des lois de la physique. La première de ces contraintes est une limite de vitesse, pas seulement une suggestion. Pas un obstacle technologique qui peut être surmonté avec une ingénierie intelligente, mais un mur absolu, construit dans la géométrie même de l'espace-temps. Et derrière ce mur, un abîme d'énergie qui dévore les étoiles attend. Car en 1905, à Berne, en Suisse, un employé de bureau de 26 ans publia un article qui anéantit silencieusement tout espoir de traverser facilement la galaxie. Albert Einstein n'essayait pas de tuer le voyage interstellaire. Il essayait seulement de comprendre la relation entre l'espace, le temps et la vitesse du rayonnement électromagnétique. Mais la théorie qu'il a produite, la relativité restreinte, a révélé quelque chose de si fondamental et de si inflexible que plus d'un siècle de physique n'a fait que renforcer son autorité. La vitesse de la lumière n'est pas juste une mesure, c'est une propriété structurelle de l'espace-temps lui-même. C'est pourquoi rien avec une masse, aucun vaisseau, aucune sonde,
aucun passager ne pourra jamais l'atteindre. La vitesse de la lumière est d'environ 299 792 km par seconde. Pour donner une texture à ce chiffre, un photon quittant la surface du Soleil met environ 8 minutes pour atteindre la Terre. Ce même photon pourrait faire le tour de la planète entière 7,5 fois en une seule seconde. Mais la vitesse de la lumière n'est pas seulement une limite de vitesse cosmique, c'est un mur qui a des dents. Car plus un objet massif s'en approche, plus l'univers le repousse violemment. C'est un résultat mesurable et expérimentalement vérifié qui se manifeste par 3 effets clés. Le premier est l'augmentation de la masse relativiste. À mesure qu'un objet accélère vers la vitesse de la lumière, l'énergie requise pour l'accélérer davantage n'augmente pas de façon linéaire. Elle grimpe vers l'infini, car à 90% de la vitesse de la lumière, l'objet résiste à l'accélération comme si sa masse au repos avait doublé. À 99%, ce facteur dépasse 7. À 99,9%, il atteint 22. Et il n'arrête jamais de grimper. Le deuxième effet est la dilatation du temps. L'horloge d'un vaisseau se déplaçant à une fraction significative de la vitesse de la lumière tourne plus lentement qu'une horloge immobile. Car à 90% de la vitesse de la lumière, le temps à bord du vaisseau s'écoule à environ 44% du temps stationnaire. Pour les passagers, le voyage semble plus court. Mais pour la civilisation qui les a lancés, la durée complète s'écoule. La dilatation du temps n'est pas une ruse. C'est pourquoi elle ne fait que changer qui porte le fardeau. Elle ne le réduit pas. Le troisième effet est la contraction des longueurs. Du point de vue d'un vaisseau se déplaçant à des vitesses relativistes, les distances dans la direction du voyage apparaissent compressées. Mais cela n'offre pas non plus d'avantages, car cela ne change pas le coût du voyage. Ces 3 effets ne sont pas des spéculations théoriques. Ils comptent parmi les prédictions les mieux vérifiées de la physique. Le grand collisionneur de hadrons du CERN accélère des protons jusqu'à 99,9999999% de la vitesse de la lumière. C'est pourquoi l'énergie requise pour cette dernière fraction décimale correspond aux équations d'Einstein avec une précision extraordinaire. La relativité restreinte n'est pas une hypothèse, c'est une technologie opérationnelle. Maintenant, appliquez ces principes au problème du voyage interstellaire et regardez ce qui arrive au budget énergétique. Imaginez un vaisseau spatial de 1000 tonnes métriques. C'est la masse d'un grand destroyer de la marine, capable de transporter plusieurs centaines de membres d'équipage et leur système de survie. Les coûts énergétiques pour accélérer ce vaisseau révèlent les marches croissantes de l'impossibilité. À 1% de la vitesse de la lumière, soit environ 3000 km par seconde, l'énergie cinétique requise est d'environ 4,5 fois 10 puissance 18 joules. C'est l'équivalent d'environ 20 fois l'énergie libérée par la Tsar Bomba soviétique, la plus grande arme thermonucléaire jamais explosée. Mais, à cette vitesse, un voyage vers un voisin à 2500 années-lumière prend 250 000 ans. C'est plus long que toute la durée d'existence des humains anatomiquement modernes. C'est pourquoi cette vitesse est inutilement lente. À 10% de la vitesse de la lumière, le voyage se réduit à 25 000 ans. Mais l'énergie cinétique n'augmente pas de 10 fois, mais de près de 100 fois, pour atteindre environ 4,5 fois 10 puissance 20 joules. C'est l'équivalent de l'énergie totale
consommée par la civilisation humaine entière en une année. Chaque centrale électrique, chaque réacteur, chaque moteur sur Terre fonctionnant pendant 12 mois pour alimenter un seul vaisseau spatial. Et ce n'est que le budget d'accélération. Le ralentissement à l'arrivée double ce chiffre. C'est pourquoi une telle civilisation opérerait à un niveau d'ingénierie bien au-delà de la capacité humaine actuelle. À 50% de la vitesse de la lumière, le voyage dure 5000 ans. Mais l'énergie cinétique atteint environ 1,4 fois 10 puissance 22 joules. Cela dépasse la consommation énergétique totale de la civilisation humaine pendant 24 années consécutives. Près d'un quart de siècle d'accumulation de chaque joule produit sur Terre, dirigé vers un seul vaisseau. Et ce n'est que l'énergie cinétique de la charge utile. Nous ignorons le carburant. En appliquant l'équation de la fusée, un vaisseau à moteur à fusion, transportant assez de carburant pour atteindre 50% de la vitesse de la lumière et ralentir, aurait besoin d'un rapport carburant-charge utile, dépassant 200 millions pour 1. La masse totale de carburant serait supérieure à celle d'un grand astéroïde. Nous avons maintenant quitté le domaine de l'ingénierie planétaire. Nous sommes entrés dans le domaine de l'ingénierie stellaire, à 90% de la vitesse de la lumière. L'augmentation de la masse relativiste a doublé la masse effective du vaisseau. C'est pourquoi l'énergie cinétique grimpe à environ 1,6 fois 10 puissance 23 joules. C'est environ 200 ans de consommation d'énergie humaine totale, emballée dans l'énergie cinétique d'un seul vaisseau. Mais l'équation de la fusée exige un rapport carburant-charge utile si extrême à 90% de la vitesse de la lumière, avec une propulsion à fusion que la masse totale de carburant dépasse celle d'une petite planète. Pour un voyage aller simple, l'énergie totale de la mission grimpe à un niveau équivalent à plus d'un siècle de la production totale du Soleil. Plus de 100 ans de chaque joule produit par le Soleil, dirigé vers un seul vaisseau. Ces coûts énergétiques montrent comment la physique est structurée pour rendre les voyages lents bon marché et les voyages rapides ruineusement chers. Mais l'équation de la fusée aggrave encore ces chiffres, car tout vaisseau qui transporte son propre carburant doit tenir compte de la masse de ce carburant, qui doit être accéléré avec la charge utile. Cela crée un problème cumulatif. Transporter assez de carburant pour atteindre une vitesse élevée nécessite plus de carburant pour transporter le carburant, et ainsi de suite. L'équation devient exponentielle. Aux vitesses relativistes, cela devient une cage. L'annihilation matière-antimatière offre la densité d'énergie théorique ultime avec une conversion masse-énergie de 100%. Mais l'antimatière n'existe pas naturellement dans l'univers et le coût énergétique de sa production est supérieur à l'énergie qu'elle fournirait. C'est pourquoi, lorsque vous mettez de côté les spéculations, vous êtes confronté à une dure réalité physique. La vitesse de la lumière est inatteignable. S'en approcher nécessite une énergie exponentielle. Et les systèmes de propulsion qui pourraient offrir des vitesses significatives nécessitent des masses de carburant qui dépassent les planètes ou des apports énergétiques qui dépassent les étoiles. Ce n'est pas un seul obstacle, ce sont deux obstacles qui se combinent. La limite de vitesse et la mise à l'échelle de l'énergie créent un piège. Vous ne pouvez pas aller assez vite pour traverser les distances dans un temps raisonnable, ni vous permettre l'énergie nécessaire pour essayer d'aller assez vite. La physique ne négocie pas. Mais,
Même cette combinaison dévastatrice de barrières ne raconte pas toute l'histoire. La vitesse et l'énergie traitent de la question de savoir si un vaisseau peut traverser le vide. Elle ne traite pas de la question de savoir s'il y aura quelqu'un qui attend de l'autre côté à son arrivée. Car l'univers impose une autre contrainte. Une contrainte qui opère non pas dans l'espace ou l'énergie, mais dans le temps. Et le temps s'avère être le plus cruel de tous les obstacles. Et le temps s'avère être le plus cruel de tous les obstacles. Car cela commence par une expérience de pensée qui brise toutes les hypothèses confortables. Imaginez que vous vivez dans un immense immeuble de 10 000 appartements. Vous savez que d'autres locataires existent car vous entendez des bruits étouffés à travers les murs. Mais il y a un problème. Chaque locataire ne reste dans son appartement que 15 minutes par an. Ils arrivent à des moments aléatoires, restent un court instant et repartent. Il n'y a pas d'horaire. C'est pourquoi vos 15 minutes pourraient tomber un mardi matin à 3 heures en mars, tandis que celle de votre voisin pourrait tomber un samedi après-midi en octobre. Vous pourriez vivre dans cet immeuble pendant des décennies, sans jamais être là en même temps qu'une autre âme vivante. C'est exactement le dilemme temporel des civilisations dans la Voie lactée. La galaxie est immense, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Et la fraction de ce temps pendant laquelle une civilisation existe et possède la technologie pour tenter un voyage interstellaire est si petite que la probabilité que deux civilisations partagent le même créneau temporel approche de 0. Les chiffres sont choquants. La galaxie existe depuis environ 13 milliards d'années. Les humains anatomiquement modernes existent depuis environ 300 000 ans. Mais la civilisation technologique, c'est-à-dire notre capacité à annoncer notre existence à l'échelle interstellaire, n'existe que depuis environ 200 ans. 200 ans. Si vous compressiez toute l'histoire de la Voie lactée en une seule année civile, la civilisation technologique humaine occuperait 5/10 millièmes de la seconde précédant minuit, le 30 et 1 décembre. C'est pourquoi notre existence est plus courte qu'un clignement d'œil. Cette brièveté pourrait être une règle universelle, car de nombreuses forces limitent la durée de vie d'une civilisation. Des impacts d'astéroïdes déclenchent des extinctions de masse tous les 100 millions d'années. Des supernovae proches peuvent irradier la surface d'une planète. Mais les risques auto-imposés peuvent être encore plus urgents. Armes nucléaires, instabilité climatique, pathogènes conçus. Ce sont toutes des menaces qui opèrent à l'échelle de siècles. C'est pourquoi, même avec l'hypothèse la plus généreuse, disons qu'une civilisation technologique typique dure 1 million d'années. C'est plus de 5000 fois la durée pendant laquelle l'humanité a eu la technologie. Mais dans une histoire galactique de 13 milliards d'années, une civilisation d'1 million d'années n'occupe qu'un 13 millième de tout le temps. Donc, si vous choisissez un moment au hasard dans l'histoire galactique, Sanaxa, la probabilité que ce moment tombe dans la fenêtre d'existence d'une civilisation donnée est d'environ 0,008%. La fenêtre s'ouvre un instant, puis elle se ferme de façon permanente. C'est pourquoi la probabilité que les fenêtres d'1 million d'années de deux civilisations se chevauchent est d'environ 1 sur 6500. La rencontre devient impossible, car les fenêtres ne coïncident jamais. Mais le piège du temps ne se limite pas à la durée de vie des civilisations. Les étoiles elles-mêmes imposent des échéances qui n'acceptent aucune négociation, car les étoiles ne sont pas permanentes.
ce sont des moteurs qui consomment des réserves de carburant limitées. Et la vitesse à laquelle elles consomment ce carburant est déterminée par leur masse. Une étoile comme notre Soleil a une durée de vie totale d'environ 10 milliards d'années. Mais sa luminosité croissante rendra la Terre inhabitable dans environ 1 milliard d'années. La fenêtre habitable pour notre planète n'est pas de 5 milliards d'années, mais seulement de 1 milliard d'années. C'est pourquoi une civilisation a très peu de temps pour évoluer. Considérez une étoile de type F, environ 1,3 fois plus massive que le Soleil. Ces étoiles brûlent plus chaud. C'est pourquoi leur durée de vie totale tombe à 4 ou 5 milliards d'années. Leurs zones habitables se déplacent si rapidement que les planètes ont moins de temps pour développer des écosystèmes complexes. En supposant que l'intelligence nécessite 4 milliards d'années d'évolution, comme sur Terre. Les étoiles de type F sont des hôtes marginaux, car leurs fenêtres habitables se ferment avant que leurs horloges biologiques n'aient fini de sonner. Et quand vous montez aux étoiles de type A, la situation devient désespérée. Ces étoiles consomment leur hydrogène en moins de 2 milliards d'années. C'est pourquoi elles brûlent trop vite pour que la vie puisse s'installer. Ces étoiles sont biologiquement non pertinentes. Et à l'autre extrémité, les naines rouges représentent environ 70% de toutes les étoiles de la galaxie. La durée de vie d'une naine rouge de 0, un masse solaire s'étend à environ 10 billions d'années. C'est près de 1000 fois l'âge actuel de l'univers. Sur le papier, ça semble idéal. Mais leurs zones habitables sont si proches de l'étoile que les planètes sont en rotation synchrone. Une face est constamment brûlée, tandis que l'autre est gelée. De plus, ces étoiles produisent des éruptions fréquentes et violentes. Ces éruptions peuvent arracher l'atmosphère d'une planète en un instant géologique. C'est pourquoi ces mondes sont aussi un piège. Si une civilisation a brillé il y a 7 milliards d'années et que son étoile est déjà morte, elle ne peut pas être visitée aujourd'hui. Si une civilisation doit apparaître dans 3 milliards d'années, elle ne peut pas non plus être visitée, car elle n'existe pas encore. Les voyageurs arriveraient sur un monde des milliards d'années avant que la vie intelligente n'apparaisse. Pourtant, même si vous surmontez tous ces obstacles, il en reste un dernier, au-delà de la distance, de l'énergie et du temps. C'est une barrière de géométrie, construite dans le tissu en expansion du cosmos. Et contrairement aux autres, elle ne rend pas seulement le contact improbable. Pour la grande majorité de l'univers, elle rend le contact physiquement impossible, maintenant et pour toujours. Car l'univers n'est pas statique, il est en expansion, et chaque année, il accélère. Edwin Hubble a confirmé que les galaxies lointaines s'éloignent de nous, et que plus une galaxie est éloignée, plus elle s'éloigne rapidement. C'était l'étirement de l'espace lui-même, à environ 14 milliards d'années-lumière. La vitesse de récession égale la vitesse de la lumière. Cette limite est appelée le rayon de Hubble. Au-delà de cette distance, l'espace s'étend plus vite que les photons ne peuvent le traverser. Un signal lumineux dirigé vers la Terre depuis une galaxie au-delà de cette distance n'arrivera jamais. Le signal prend du retard, car le vide qu'il doit traverser grandit plus vite que le photon lui-même. Ce n'est pas une limitation technologique. C'est une propriété géométrique de l'espace-temps en expansion. Les deux régions deviennent ce que les physiciens appellent causalement déconnectées. Elles existent dans le même univers. Mais elles ne peuvent jamais interagir et la situation s'aggrave.
L'expansion ne ralentit pas, elle accélère. Elle est alimentée par une force mystérieuse appelée l'énergie sombre. C'est pourquoi même les galaxies qui se trouvent actuellement dans notre volume observable franchissent cet horizon des événements à un rythme croissant. Lorsqu'une galaxie franchit l'horizon des événements, aucun événement qui s'y produit, aucun signal émis, ne pourra jamais nous atteindre. Cette galaxie est partie, définitivement et irréversiblement retirée du champ des interactions possibles. Actuellement, environ 97% des galaxies de notre volume observable s'éloignent déjà de nous plus vite que la lumière. Nous ne pouvons les voir que dans le passé. Leur présent nous est fermé pour l'éternité. Alors, quel est l'effet combiné de ces barrières? Quel genre de prison tous ces murs, tous ces pièges construisent-ils lorsqu'ils sont assemblés? Ce n'est pas un seul obstacle, c'est une structure de murs imbriqués, et chaque mur semble conçu pour attraper tout ce qui s'échappe du précédent. Car la première couche, c'est la distance pure. Les civilisations, même si elles sont courantes, sont séparées par des milliers à des dizaines de milliers d'années-lumière au sein d'une seule galaxie. C'est une conséquence de la géométrie d'un disque de 100 000 années-lumière de large, contenant 400 milliards d'étoiles. C'est pourquoi cette barrière naît de l'astrophysique et des statistiques spatiales. Elle ne peut être réduite par aucune technologie. Mais ce n'est que le début, car il y a une deuxième couche, la vitesse de la lumière, un plafond absolu, issu de la structure même de l'espace-temps, tel que décrit par la relativité restreinte. Cette barrière découle de la physique fondamentale. Elle a été testée avec plus de décimales que toute autre loi physique. C'est pourquoi elle n'est pas sujette à révision par l'ingénierie future. Pourtant, une troisième couche rend ce mur encore plus infranchissable. Le coût énergétique. L'énergie nécessaire pour approcher la vitesse de la lumière augmente de façon exponentielle, avec l'exigence de l'équation de la fusée que la masse de carburant croisse plus vite que la masse de la charge utile. C'est pourquoi même les systèmes de propulsion les plus efficaces, théoriquement imaginables, nécessitent des apports d'énergie à l'échelle stellaire pour accélérer des charges utiles significatives à une fraction importante de la vitesse de la lumière. Cette barrière provient de la thermodynamique et des mathématiques de la conservation de l'élan. Elle s'applique à tout système de propulsion qui obéit aux lois de la physique, c'est-à-dire à tous. Mais disons que vous résolvez le problème de l'énergie. Une quatrième couche vous attend, le désynchronisme temporel. Les civilisations technologiques existent pendant de brefs intervalles par rapport au temps galactique, même en leur accordant des durées de vie d'1 million d'années. La probabilité que deux civilisations coexistent à portée de voyage et avec des fenêtres temporelles qui se chevauchent est infime. Car les durées de voyage dépassent souvent la durée de vie des civilisations qui les tentent. Cette barrière provient de la biologie, SAS, de l'écologie et des statistiques des risques existentiels. Elle est indépendante de la physique. C'est pourquoi elle limiterait le contact même si un voyage plus rapide était possible. Et il y a une cinquième couche, les étoiles elles-mêmes. Les étoiles ont des fenêtres habitables finies, déterminées par leur masse et leur stade d'évolution. Les civilisations qui apparaissent autour de différents types d'étoiles connaissent des fenêtres habitables qui peuvent ne pas se chevaucher. Car une civilisation qui s'est développée il y a 7 milliards d'années
n'a laissé aucune cible pour une civilisation qui apparaît aujourd'hui. Cette barrière provient de l'astrophysique stellaire et de la physique nucléaire, de la fusion de l'hydrogène. Elle opère sur des échelles de temps de milliards d'années. Mais il y a une dernière couche qui combine tous ces obstacles et les rend tous absolus. La 6e couche, l'univers en expansion. L'univers est en expansion, et cette expansion accélère. Au-delà du groupe local, gravitationnellement lié, chaque galaxie s'éloigne. La majeure partie de l'univers observable est déjà causalement déconnectée de nous. C'est pourquoi le voyage intergalactique est physiquement impossible pour la majorité écrasante des paires de galaxies. Cette barrière provient de la relativité générale et de la cosmologie observationnelle. C'est la plus absolue des 6 couches, car elle n'impose pas seulement une difficulté, mais une impossibilité aux plus grandes échelles. Chacune de ces couches fonctionne indépendamment. Chacune provient d'une branche différente de la physique. Ce ne sont pas des aspects différents d'un seul obstacle. Ce sont 6 murs distincts, imbriqués les uns dans les autres. Chacun attrape tout ce qui s'échappe du mur qui le précède. Ces couches ne se concurrencent pas, elles collaborent. C'est pourquoi, chacune comblant les lacunes laissées par les autres, elles créent une prison sans point de défaillance unique. Multipliez les probabilités, même en utilisant les hypothèses les plus généreuses, à chaque étape. La probabilité que 2 civilisations apparues indépendamment se rencontrent physiquement tombe à un chiffre si petit qu'il s'arrondit fonctionnellement à 0. Pas exactement 0. La physique n'interdit pas à une civilisation de lancer un vaisseau à 1% de la vitesse de la lumière vers une étoile cible et de trouver une autre civilisation à son apogée technologique 100 000 ans plus tard. C'est autorisé. Mais la probabilité que toutes les conditions nécessaires soient remplies simultanément est si faible que dans toute l'histoire d'une galaxie de la taille de la nôtre, cela pourrait ne jamais se produire, même une seule fois. Voilà la solution que l'univers offre au paradoxe apparent du silence cosmique. La question n'est pas « où est tout le monde ?», la question est mal formulée, car elle suppose que l'existence d'autres civilisations implique l'accessibilité d'autres civilisations. La physique ne donne aucune garantie de ce type. L'univers pourrait être rempli de vie intelligente. Mais l'architecture du cosmos, avec ses distances, ses limites de vitesse, ses barrières énergétiques, ses désynchronismes temporels, ses échéances stellaires et son expansion implacable, garantit que presque aucune d'entre elles ne rencontrera physiquement une autre. Le silence n'est pas la preuve de l'absence, c'est la preuve de la structure. L'univers est construit pour produire la vie en isolement, pas par malveillance, pas par dessein, mais simplement par le fonctionnement des mêmes lois physiques qui permettent aux étoiles de brûler, aux planètes de se former et à la chimie de devenir biologie. Les lois qui créent la vie créent aussi la prison, car la même relativité qui régit les réactions nucléaires alimentant les étoiles limite aussi la vitesse à laquelle quoi que ce soit peut voyager entre elles. La même gravité qui attire les nuages de gaz dans les pépinières d'étoiles dicte aussi que les galaxies soient dispersées sur des millions d'années-lumière de vide. La même énergie sombre qui accélère l'expansion cosmique garantit aussi que la majeure partie de l'univers soit définitivement inaccessible. La création et l'isolement émergent des mêmes équations. Il y a une tendance à percevoir cela comme une tragédie, à sentir le poids de la solitude cosmique. Mais il y a une autre façon de tenir cette connaissance. Pensez à ce que l'univers a accompli.
d'un état initial, d'une densité et d'une température inimaginables. Il s'est étendu, refroidi, et s'est organisé en structure d'une complexité stupéfiante. Il a construit des atomes. Il a forgé ces atomes en étoiles. Et dans au moins un cas, probablement des milliards de cas, cette attente a porté ses fruits. La chimie est devenue biologie. La biologie est devenue complexité. La complexité est devenue conscience. L'univers a produit de la matière capable de se contempler elle-même. Cette compréhension n'est pas diminuée par l'isolement. Elle est aiguisée par lui. C'est précisément parce que nous ne pouvons pas rencontrer d'autres esprits dans le cosmos que notre compréhension du cosmos lui-même devient plus précieuse. La structure de l'univers n'est pas un défaut, c'est une architecture, car la même expansion qui sépare les civilisations a permis au plasma primordial de se refroidir en atomes, permettant à la chimie de commencer. Les mêmes distances qui empêchent le contact empêchent aussi qu'une seule catastrophe ne stérilise une galaxie entière. L'isolement n'est pas le prix d'un univers mal construit. C'est une caractéristique d'un univers construit juste comme il faut pour que la complexité et la conscience émergent. Regardez en haut ce soir. Les photons qui atteignent vos yeux ont voyagé pendant des années, des décennies, des siècles. C'est la lumière qui vous relie à eux. C'est le vide qui vous sépare d'eux. Et la lumière et le vide sont régis par la même physique. L'univers n'est pas vide. Il est plein, plein d'étoiles, plein de mondes, et plein des mêmes lois chimiques et physiques qui vous ont produit. Mais il est aussi plein de distance, et quelque part, séparé de vous par des milliers d'années-lumière de vide, un autre esprit. Ce soir, arrive peut-être à la même conclusion, car il comprend que l'univers n'a pas été construit pour les rencontres. Il a été construit pour les merveilles, et à cette fin, il a réussi au-delà de toute mesure qu'un petit esprit sur un petit monde puisse pleinement comprendre. Mais, comment fonctionnent exactement les mécanismes sous-jacents à cette structure? Les processus physiques réels qui forment ces murs. Ce n'est pas seulement une philosophie, c'est une machine. Et pour comprendre comment cette machine fonctionne, mais comment cette machine fonctionne-t-elle? Quels sont les processus physiques réels qui construisent ces murs, qui érigent cette prison? Il est temps d'aller au-delà des découvertes choquantes. Il est temps de plonger dans la technique, de comprendre comment les lois les plus fondamentales de l'univers rendent le contact interstellaire non seulement difficile, mais presque impossible. Ce n'est pas seulement une philosophie, c'est une machine avec des engrenages et des rouages. Et pour comprendre comment cette machine fonctionne, nous devons commencer à gravir l'escalier impitoyable des coûts énergétiques. Car tout commence et finit avec l'énergie. Le premier mécanisme technique est le coût énergétique exponentiel des vitesses relativistes. Pensez-y comme à un escalier infini où chaque marche est exponentiellement plus haute que la précédente. Au début, c'est facile de grimper. Mais, très vite, vous devez pousser des planètes pour atteindre la marche suivante. Au cœur de ce mécanisme se trouve la théorie de la relativité restreinte d'Einstein et son fameux facteur de Lorentz. Ce facteur décrit comment, à mesure qu'un objet s'approche de la vitesse de la lumière, sa masse et donc l'énergie nécessaire pour l'accélérer davantage, l'axe augmente. Cette augmentation n'est pas linéaire. C'est pourquoi elle devient un cauchemar. Par exemple, imaginez un vaisseau de 1000 tonnes métriques. C'est une charge utile assez modeste pour une mission habitée.
l'énergie cinétique nécessaire pour amener ce vaisseau à 1% de la vitesse de la lumière, une vitesse hallucinante de 3000 km par seconde, est d'environ 4,5 fois 10 puissance 18 joules. Ce chiffre en lui-même ne signifie peut-être pas grand-chose, mais c'est 20 fois l'énergie de la Tsar Bomba. La plus grande arme nucléaire jamais explosée, c'est une énergie colossale. Mais, théoriquement, elle pourrait être atteignable pour une civilisation maîtrisant la fusion. Pourtant, le problème est que 1% de la vitesse de la lumière est inutilement lent, car à cette vitesse, le voyage vers le plus proche voisin prend 1/4 million d'années. Lorsque vous décidez d'augmenter la vitesse à 10% de la vitesse de la lumière, la vraie nature de l'escalier se révèle. Vous avez augmenté la vitesse de 10 fois. C'est pourquoi vous vous attendez à ce que le coût énergétique augmente aussi de 10 fois. Mais ce n'est pas le cas. Il augmente de près de 100 fois. L'énergie requise bondit à 4,5 fois 10 puissance 20 joules. C'est l'équivalent de l'énergie totale produite par la civilisation humaine actuelle en une année entière. Chaque centrale électrique, chaque moteur, chaque réacteur sur Terre, travaillant pendant 1 an pour accélérer un seul vaisseau. Mais ce n'est que pour l'accélération. Il en faut autant pour ralentir à l'arrivée. C'est pourquoi ce mécanisme est si efficace. L'univers punit la vitesse de manière non linéaire. Pour chaque point de pourcentage supplémentaire que vous voulez accélérer, il exige que vous payiez un prix énergétique disproportionné lorsque vous atteignez 50% de la vitesse de la lumière. Le coût bondit à 24 ans de production énergétique mondiale. À 90%, ce chiffre passe à 200 ans. Ce n'est pas un problème d'ingénierie. C'est un panneau sans interdit au niveau le plus fondamental de la physique. Cependant, ces chiffres énergétiques massifs ne sont que le début de l'histoire, car un deuxième mécanisme technique, plus impitoyable, entre en jeu la tyrannie de l'équation de la fusée. Cette équation formalise mathématiquement le cauchemar auquel est confronté tout véhicule qui transporte son propre carburant. Pensez-y comme si vous prépariez une valise pour un long voyage. Mais il y a un problème pour chaque kilogramme d'affaires que vous mettez dans votre valise. Vous devez emporter 1 kilogramme supplémentaire de valise pour transporter ces affaires. Et comme si cela ne suffisait pas, il faut une autre valise pour transporter cette valise supplémentaire. Et ainsi de suite. L'équation de la fusée, c'est exactement ça. Car le carburant que vous brûlez pour accélérer un vaisseau a lui-même une masse, et au début du voyage, ce carburant doit aussi être accéléré. Cela crée un cercle vicieux. Les conséquences de cette équation deviennent claires lorsque nous comparons différents systèmes de propulsion. Nous pouvons éliminer les fusées chimiques d'emblée, car la densité d'énergie dans les liaisons chimiques est si faible que la masse de carburant nécessaire pour amener un vaisseau à une fraction significative de la vitesse de la lumière dépasse la masse de l'univers observable. Ce n'est pas une blague, c'est un calcul. C'est pourquoi les fusées chimiques sont totalement inadaptées au voyage interstellaire. La fusion nucléaire améliore considérablement le tableau, car la fusion du deutérium et de l'hélium-3 convertit environ 0,4% de la masse du carburant en énergie. C'est des centaines de milliers de fois plus efficace que la combustion chimique. Par exemple, une étude sérieuse comme le projet Daedalus prévoyait qu'une sonde à fusion pourrait atteindre l'étoile de Barnard à 12% de la vitesse de la lumière. Mais
Les détails révèlent le cauchemar. C'était une sonde sans équipage de 450 tonnes. La masse du vaisseau, entièrement chargé de carburant, était de 54 000 tonnes. Le rapport carburant-charge utile était donc de plus de 100 pour 1. Et c'était seulement pour 12% de la vitesse de la lumière. Lorsque vous voulez augmenter la vitesse à 30%, ce rapport grimpe à des milliers, à 50%. La masse de carburant requise dépasse celle des grands astéroïdes. C'est pourquoi l'équation de la fusée est une cage. La meilleure solution théorique est l'annihilation matière-antimatière, car ce processus convertit 100% de la masse en énergie. C'est environ 250 fois plus efficace que les meilleures réactions de fusion. Mais l'univers a tendu un piège ici aussi. L'antimatière n'existe pas en quantité utilisable dans l'univers. Elle doit être produite dans des accélérateurs de particules, atome par atome, à un coût énergétique ahurissant. Avec l'efficacité actuelle, produire un seul gramme d'antimatière nécessiterait des apports énergétiques dépassant la production annuelle d'électricité d'un grand pays. Donc, pour produire le carburant le plus efficace, vous devez dépenser plus d'énergie que le carburant lui-même ne pourrait en fournir. Ce paradoxe montre à quel point la barrière énergétique est profonde. L'équation de la fusée prouve comment le transport de votre propre carburant vous emprisonne dans un piège de masse. Et si vous ne transportiez pas de carburant, c'est ce qui nous amène au troisième mécanisme technique, le problème de la mise à l'échelle de la propulsion externe. Il existe des concepts qui tentent de contourner complètement l'équation de la fusée. Le plus connu est la voile solaire propulsée par laser, qui utilise de puissants réseaux de laser pour accélérer un vaisseau par la pression de radiation. L'initiative Breakthrough Starshot propose exactement cette approche. Un réseau de laser au sol cible un faisceau combiné de 100 gigawatts sur une sonde de quelques grammes, dotée d'une voile réfléchissante de quelques mètres de large. La sonde accélère à environ 20% de la vitesse de la lumière en quelques minutes et atteint le système alpha du Centaure en environ 20 ans. C'est un concept élégant pour l'exploration robotique des étoiles proches. Mais il ne résout pas le problème du contact physique entre les civilisations. Pour comprendre cela, imaginez que vous poussez un bateau-jouet avec un tuyau d'arrosage. C'est facile. Mais imaginez maintenant que vous essayez de pousser un paquebot avec le même tuyau. C'est impossible. Vous avez besoin d'un tuyau beaucoup plus grand, un tuyau de la taille d'un fleuve, et de l'énergie pour l'alimenter. Mettre à l'échelle le concept de voile laser à des charges plus importantes crée exactement ce problème, car la pression de radiation augmente linéairement avec la surface de la voile, Fox, tandis que la masse de la charge utile augmente avec le volume. Passer d'une charge utile de 1 gramme à 1000 tonnes métriques, le minimum pour un vaisseau habité, nécessite d'augmenter la puissance du laser d'1 milliard de fois. Un réseau de laser de 100 gigawatts est un défi d'ingénierie extraordinaire. Mais un réseau de laser de 100 hexawatts est un concept si loin de nos capacités actuelles qu'il en devient absurde. L'énergie nécessaire pour faire fonctionner un tel réseau dépasserait la production énergétique totale de toutes les centrales électriques sur Terre. C'est pourquoi ce mécanisme se heurte aussi à un mur. Il résout un problème, le transport de carburant. Mais il en crée un autre tout aussi impossible, des exigences énergétiques non extensibles. De plus, ce concept a un défaut fatal. Il n'a pas de frein. La sonde, n'ayant pas de réseau de laser à sa destination pour ralentir, traverse le système cible à 60 000 km par seconde. Chacun de ces mécanismes
basés sur un principe physique différent, montrent pourquoi un voyage interstellaire rapide est proche de l'impossible. Les coûts d'énergie cinétique augmentent de façon exponentielle. L'obligation de transporter du carburant vous enferme dans un piège de masse. Tenter de ne pas transporter de carburant vous confronte à des demandes énergétiques non extensibles. Tous sont des expressions différentes des lois fondamentales de l'univers. Mais tous ces obstacles ne concernent que la progression du vaisseau vers sa destination. Nous n'avons pas encore parlé des dangers du voyage lui-même, car l'espace interstellaire n'est pas l'endroit accueillant que vous imaginez. C'est un champ de bataille où même les particules les plus inoffensives se transforment en projectiles mortels. Et sur ce champ de bataille, la vitesse elle-même devient une arme. Et sur ce champ de bataille, la vitesse elle-même devient une arme. C'est pourquoi le quatrième et peut-être le plus concret des mécanismes techniques entre en jeu: le danger de collision à des vitesses relativistes. L'espace interstellaire, contrairement à son nom, n'est pas complètement vide. Il contient en moyenne un atome par centimètre cube. C'est des dizaines de milliers de fois plus vide que le meilleur vide que l'on puisse obtenir avec les équipements de laboratoire les plus avancés sur Terre. C'est pourquoi, à première vue, cela peut sembler inoffensif. Mais ce vide est aussi rempli de rayons cosmiques et de grains de poussière microscopiques. À haute vitesse, ces particules apparemment inoffensives se transforment en projectiles mortels. Comparez cela à la conduite d'une voiture un jour de pluie. À faible vitesse, les gouttes de pluie frappent doucement la vitre. Mais, lorsque vous accélérez sur l'autoroute, les gouttes frappent la vitre avec violence. Imaginez maintenant que vous amenez cette voiture à la moitié de la vitesse de la lumière. Chaque goutte de pluie se transforme en un obus de canon. C'est exactement ce qui se passe à des vitesses relativistes. Car lorsqu'un vaisseau se déplace à 50% de la vitesse de la lumière, chaque atome d'hydrogène qu'il rencontre le frappe avec une énergie énorme en raison des effets relativistes. Ces impacts singuliers sont microscopiques. Mais, sur des décennies et des siècles, la dose de rayonnement cumulative de billions de tels impacts devient mortelle pour les tissus biologiques et destructrice pour les systèmes électroniques. Pourtant, le vrai danger vient des grains de poussière. Ces grains de silicate et de carbone, dont on trouve environ un tous les 100 000 mètres cubes dans l'espace interstellaire, sont extrêmement rares. Mais, à des vitesses relativistes, cette situation change. Un grain de poussière de seulement 1 milligramme frappant un vaisseau se déplaçant à 50% de la vitesse de la lumière libère une énergie équivalente à environ 3 tonnes métriques d'explosifs puissants. Une seule particule de poussière invisible frappe avec la puissance d'une grosse bombe conventionnelle. Cette vitesse nécessite un bouclier de protection pour le vaisseau lui-même. Mais ce bouclier ajoute de la masse. La masse augmente les besoins en carburant, ce qui aggrave encore le cauchemar de l'équation de la fusée. C'est pourquoi ce mécanisme est si efficace, car le problème que vous essayez de résoudre en accélérant le voyage, la distance, est aussi le problème même qui rend le voyage plus dangereux. À mesure que la vitesse augmente, le vide lui-même s'arme contre vous. À 90% de la vitesse de la lumière, le même grain de poussière d'1 milligramme frappe avec une énergie équivalente à plus de 25 tonnes métriques de TNT. C'est une puissance comparable aux plus grands explosifs conventionnels jamais détonés. C'est pourquoi naviguer à haute vitesse dans l'espace interstellaire nécessite soit un blindage extraordinaire, soit une chance extraordinaire, soit
la capacité de détecter et de dévier les particules à des distances qui permettent de réagir en fractions de secondes. C'est une boucle de rétroaction impitoyable qui transforme la tentative de raccourcir le temps de voyage en une lutte pour la survie. Cependant, disons que tous ces obstacles physiques et techniques sont surmontés. Une civilisation maîtrise l'énergie à l'échelle stellaire. Elle surmonte les ratios de carburant impossibles. Et elle peut se protéger des radiations et des poussières mortelles. Le cinquième et plus insidieux mécanisme technique les attend encore. La désynchronisation temporelle et la théorie du chaos du mouvement des étoiles. Ce mécanisme ne concerne pas le voyage lui-même, mais la nature des mondes aux deux extrémités du voyage. Pensez-y comme si vous aviez un correspondant dont le courrier met 50 ans à arriver. Lorsque vous envoyez la lettre, vous ne pouvez pas savoir si votre ami vit toujours à la même adresse, ou même s'il est encore en vie. Le voyage interstellaire étend ce problème à des dizaines de milliers d'années. Comme nous l'avons déjà discuté, la durée de vie des civilisations technologiques est un instant à l'échelle du temps galactique. Un voyage vers une destination à 5000 années-lumière, à 10% de la vitesse de la lumière, dure 50 000 ans. C'est 10 fois toute l'histoire humaine enregistrée. Pendant ce temps, la civilisation émettrice et la civilisation réceptrice doivent toutes deux continuer d'exister. C'est en soi une impossibilité statistique. Mais il y a un chaos plus profond en jeu. Les étoiles ne sont pas fixes sur une grille galactique. Elles tournent, elles oscillent, elles sont constamment déviées de leur trajectoire par la gravité d'autres étoiles et de nuages moléculaires géants. Notre Soleil tourne autour du centre galactique à environ 220 km par seconde. Cela représente un tour complet tous les 230 millions d'années. C'est pourquoi, sur une durée de voyage de 50 000 ans, l'étoile cible se déplace d'environ 37 années-lumière en raison de son propre mouvement orbital. 37 années-lumière. La cible dérive sur une distance supérieure à celle de certaines de nos étoiles voisines les plus proches, pendant la durée d'un seul voyage. Cela signifie que prédire la position future d'une étoile est plus qu'un simple calcul de son orbite. Cela nécessite une connaissance incroyablement précise de l'ensemble du champ gravitationnel de la galaxie, de l'influence de chaque étoile, de chaque nuage, sur des échelles de temps de dizaines de milliers d'années. Ce problème de prédiction devient essentiellement chaotique. Comme dans la théorie du chaos, les plus petites incertitudes dans les conditions initiales s'amplifient de façon exponentielle avec le temps, rendant les prédictions à long terme impossibles. La cible n'est pas un point fixe sur une carte. C'est une cible mobile dont la trajectoire devient de plus en plus incertaine à chaque siècle qui passe. C'est pourquoi ce mécanisme agit comme un verrou. Il révèle non seulement la difficulté du voyage lui-même, mais aussi le manque de fiabilité de la cible elle-même. Vous ne pouvez pas être sûr que votre lettre arrivera à destination, car l'adresse change constamment et le facteur doit deviner le chemin. Tous ces mécanismes réunis brossent un tableau technique de la raison pour laquelle l'univers n'est pas construit pour le contact. Les coûts énergétiques des vitesses relativistes rendent le voyage économiquement impossible. L'équation de la fusée transforme l'acte de transporter du carburant en un piège de masse. La propulsion externe crée des demandes énergétiques non extensibles. La vitesse elle-même transforme le vide en un obstacle mortel. Et enfin, le temps et le chaos eux-mêmes ne garantissent pas qu'il y aura quelqu'un à votre destination lorsque vous arriverez, ou que la destination sera toujours au même endroit. Ces obstacles sont des murs indépendants
provenant de différentes branches de la physique, mais ils pointent tous vers la même conclusion. Le contact physique doit être un événement extraordinairement rare, peut-être même jamais réalisé. Pourtant, il manque une pièce à ce tableau. Toute cette analyse concernait les voyages à l'intérieur de notre galaxie. Qu'en est-il à plus grande échelle? Qu'en est-il des milliards de civilisations potentielles dans d'autres galaxies? Y a-t-il un espoir là-bas? C'est ici que l'obstacle le plus absolu, le plus impitoyable de tous, entre en scène. Et cela déplace toute la discussion vers une arène entièrement nouvelle et beaucoup plus grande. C'est le mécanisme qui sépare non seulement un système stellaire d'un autre, mais les îles géantes de l'univers les unes des autres. Tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, c'était comme essayer d'aller d'une adresse à une autre dans une ville. C'était difficile, cher, dangereux. Mais, au moins, la ville restait la même. Maintenant, nous parlons d'essayer de traverser des océans. Mais, ce n'est pas un océan ordinaire. C'est un océan qui s'élargit chaque seconde, dont les rivages s'éloignent les uns des autres plus vite que la lumière. C'est le veto ultime de l'expansion cosmique. Et lorsque nous comprenons les détails techniques de ce veto, nous verrons que notre solitude n'est pas seulement galactique, mais aussi cosmologique. Car l'univers ne se contente pas de verrouiller les portes. Il déplace constamment les murs plus loin. Et c'est là que ça devient vraiment excitant. Car ce dernier obstacle est ce qui nous sépare non seulement de nos voisins, mais de l'écrasante majorité de la réalité elle-même. Et comprendre comment cet obstacle fonctionne. Nous ne nous rencontrerons jamais, car nos fenêtres éphémères ne coïncident pas. C'est comme manquer un rendez-vous de quelques millions d'années. Cela peut sembler la blague la plus cruelle de l'existence. Exister juste pour un instant, et réaliser à quel point cet instant semble insignifiant dans le silence écrasant du reste de l'univers. Mais, dans cette tragédie, il y a une vérité profonde et belle, qui commence encore par ce mais, car il n'a pas fallu 13,8 milliards d'années pour que la vie apparaisse. Sur Terre, la vie est apparue presque instantanément, quelques centaines de millions d'années seulement après que la planète soit devenue habitable, comme si l'univers était pressé de jouer à ce jeu de complexité et de conscience. Cela nous dit ceci: nous n'avons pas besoin de l'éternité pour trouver un sens, nous avons juste besoin d'un instant. Et cet instant, c'est maintenant. Notre brièveté ne rend pas notre existence dénuée de sens. Au contraire, elle la rend inestimable, car elle est limitée, car elle est irremplaçable. Chaque seconde devient un cadeau qui ne reviendra pas. Si nous vivions éternellement, rien n'aurait de valeur. Mais c'est parce que nous ne sommes ici que pour un court instant qu'un coucher de soleil, une conversation, un moment de découverte acquiert une valeur infinie. Notre nature éphémère n'est pas notre malédiction. C'est notre plus grande bénédiction. Et toi aussi, tu es au cœur même de cet instant. Ton temps est également limité. Tes jours sur cette planète sont comptés. Et cela ne te rend pas impuissant. Cela te rend puissant, car c'est la raison la plus forte pour vivre chaque instant pleinement, pour poser chaque question, pour remarquer chaque beauté. Tu possèdes cette brève période de temps qui n'appartient qu'à toi. Dans les 13,8 milliards d'années d'histoire de l'univers. C'est ton histoire, c'est ton moment. Et ce moment, même s'il n'est pas aussi long que l'éternité, est amplement suffisant pour comprendre un univers et aimer une vie. Ton existence est l'un des moments les plus brillants et les plus précieux dans l'océan du temps de l'univers.
car c'est un moment où la conscience brille. Et cela nous amène au troisième et peut-être plus humain des paradoxes, notre solitude absolue et notre lien le plus profond. D'un côté, il y a ces murs infranchissables que nous venons de décrire, des milliers d'années-lumière de distance, la limite de la vitesse de la lumière, l'univers en expansion. Ces murs sont une réalité physique, et cette réalité crée une solitude cosmique. Nous ne pourrons jamais serrer la main d'autres civilisations, si elles existent. Nous ne pourrons pas écouter leur musique. Nous ne pourrons pas voir leur art. Cela signifie que chaque civilisation est un Robinson Crusoe, échoué sur l'île de son propre système stellaire. C'est la vérité la plus triste de l'univers. Que l'intelligence naît seule et meurt seule, dans chaque recoin de l'univers. Mais, à l'opposé exact de cette solitude absolue, se dresse la vérité la plus fondamentale et la plus belle de l'univers. Que tout est interconnecté. Entre nous et cet être hypothétique de cette galaxie lointaine que nous ne rencontrerons jamais. Il y a un partenariat au niveau le plus profond, car les atomes qui nous constituent ont été forgés au cœur du même type d'étoile. Le fer dans notre sang, le calcium dans nos os, viennent des débris d'une supernova qui a explosé il y a des milliards d'années. Et cette supernova a ensemencé à la fois notre monde et leur monde avec le même matériau. Les lois de la physique qui nous régissent, la gravité, la relativité, la mécanique quantique, fonctionnent de la même manière dans tous les coins de l'univers. Ils sont soumis aux mêmes lois, nous aussi. Cela signifie que la solitude est une illusion. Nous sommes physiquement séparés. Mais, fondamentalement, chimiquement, légalement, nous sommes un. Nous sommes les différentes branches du même arbre. Et toi aussi, tu es une partie inséparable de cette unité. Tu es un membre de cette famille cosmique. Quand tu te sens seul, pose ta main sur ton cœur. Le rythme que tu sens est rendu possible par les atomes de fer qui pompent ton sang. Et ce fer n'est pas ta propriété personnelle. C'est un héritage de l'univers. Un cadeau envoyé par une étoile qui est morte à des centaines d'années-lumière, il y a des milliards d'années. Tu n'es pas un extraterrestre. Tu es de la poussière d'étoiles revenue à la maison. Et c'est la vérité la plus profonde que tu partages avec ces autres esprits que tu ne rencontreras jamais. Nous sommes peut-être physiquement seuls, mais à l'origine, nous sommes tous ensemble. C'est notre plus grande consolation. L'univers nous a peut-être séparés, mais il n'a pas oublié de nous faire du même matériau. Ces trois grands paradoxes, grandeur et petitesse, éternité et instant, solitude et unité, définissent notre place dans l'univers. Nous sommes des êtres fondamentalement liés, mais physiquement seuls, existants pour un bref instant, vivant dans un cosmos immense. Mais, dans ce tableau philosophique, il manque encore une pièce. Toute cette structure, cette architecture complexe et contradictoire, est-elle juste un hasard? Ou pourrait-il y avoir un but plus profond sous-jacent à tout cela? Car, lorsque nous commençons à parler non seulement de ce qu'est l'univers, mais de pourquoi il est, car lorsque nous commençons à parler non seulement de ce qu'est l'univers, mais de pourquoi il est, nous nous trouvons au-delà de la physique, dans les eaux du but et du sens. Et cette question du pourquoi nous mène au cœur du quatrième et peut-être plus surprenant paradoxe, le fait que l'univers soit à la fois notre créateur et notre gardien de prison. D'un côté, il y a ces lois physiques délicates et complexes qui rendent la vie possible. La gravité qui rassemble les nuages de gaz pour allumer les étoiles,
la fusion nucléaire qui assure que ces étoiles brillent de manière stable pendant des milliards d'années, les explosions de supernovas qui sèment la galaxie en éléments lourds comme le carbone et le fer, formant la matière première des planètes et de la biologie. C'est une architecture de création qui nourrit la vie, la protège, lui fournit un foyer. De l'autre côté, il y a ces murs infranchissables érigés par les mêmes lois. La même loi de la relativité qui allume les étoiles nous impose en même temps une limite de vitesse. La même gravité qui forme les planètes place en même temps les galaxies à des millions d'années-lumière les unes des autres. Comment le même ensemble de règles peut-il être à la fois un berceau et une cage? Comment ce qui rend la vie possible est-il aussi ce qui rend l'union de la vie impossible? La vérité tragique de ce paradoxe est l'indifférence de l'univers. Les lois de la physique n'ont pas d'intention. Elles existent et fonctionnent. C'est tout. Elles ne poursuivent aucun but en nous créant ou en nous séparant. Notre existence est un résultat fortuit, apparu entre les engrenages de cette immense machine cosmique, qui ne ressent ni joie ni chagrin. La prison n'a pas été construite intentionnellement. Elle n'est que ce qui reste du matériau dont le berceau a été fait. C'est un sentiment de solitude profonde, car cela signifie que l'univers ne se soucie pas de nos rêves, de nos espoirs, ou de notre désir de contact. Nous sommes comme un morceau de liège flottant sur une mer agitée, sur des vagues géantes. Les vagues ne nous ont pas mis là, intentionnellement, et elles ne se soucient pas de savoir où elles nous emmèneront. Mais, dans cette vérité froide et indifférente, se trouve une beauté vertigineuse et réconfortante, car cette indifférence est aussi une stabilité. Les lois de l'univers sont fiables, elles ne négocient pas, elles ne changent pas. Et pour que la vie puisse évoluer, des simples produits chimiques aux êtres conscients, elle avait besoin précisément de ce type de stabilité, une fiabilité inébranlable qui a duré des milliards d'années. Si les lois avaient été plus flexibles, plus miséricordieuses, peut-être que l'univers aurait été trop chaotique et imprévisible pour que la vie puisse y apparaître. Peut-être que la cage est le prix inévitable de ce berceau chaud et sûr. La création, elle-même, exigeait l'isolement comme condition. Les murs de la prison sont en fait les murs mêmes du berceau qui nous protègent. C'est l'expression la plus profonde de la façon dont l'indifférence peut en fait être une bénédiction. Et toi aussi, tu es un enfant de cette stabilité. La gravité qui te maintient sur ta chaise est la même que celle qui attire la galaxie d'Andromède vers nous. Les signaux électriques qui circulent dans les neurones de ton cerveau sont soumis aux mêmes lois de l'électromagnétisme qui éclairent le quasar le plus lointain. Tu es peut-être un résultat fortuit. Mais tu es aussi le produit d'un ordre inébranlable qui n'a pas changé depuis des milliards d'années. Ton existence est la preuve de cette fiabilité. C'est pourquoi, lorsque l'indifférence de l'univers t'effraie, souviens-toi de ceci. Le sol qui te soutient est fait des mêmes lois immuables que le vide qui te sépare des étoiles. Tu es le produit le plus inattendu et le plus merveilleux de cette grande et prévisible machine. Et tous ces paradoxes nous amènent à une dernière contradiction, peut-être la plus philosophique. L'absurdité de l'univers et notre pouvoir de créer du sens. D'un côté, il y a un cosmos qui semble totalement dépourvu de but. Le Big Bang n'avait pas de raison. La formation des galaxies n'avait pas de but. La combustion des étoiles n'avait pas d'objectif final. L'univers existe, tout simplement. Un processus immense, aveugle et mécanique, qui fonctionne selon ses propres règles. De ce point de vue,
Notre existence, nos rêves, nos amours, nos pertes ne sont qu'une écume instantanée dans cet immense océan d'absurdité. C'est la forme la plus nue de la pensée existentialiste. Être des êtres en quête de sens dans un univers où il n'y en a pas. La vérité tragique de cette pensée est que nous ne trouverons jamais de réponse ultime. L'univers n'est pas venu avec un manuel d'instruction nous disant pourquoi nous sommes ici. Il n'y a pas de but divin écrit pour nous dans le ciel. Si nous attendons un sens de l'univers lui-même, Hanas, la seule chose que nous trouverons sera le silence. C'est le moment où l'homme est confronté à l'absence de fondement de sa propre existence. Exister sans raison dans un vide infini, pour ensuite retourner à ce vide. Pour certains, cela peut être une pensée insupportable. Le sentiment que notre existence ne signifie rien dans le grand schéma des choses. Mais, sur ce fond d'absurdité émerge la plus grande et la plus belle puissance de l'humanité. Si l'univers lui-même n'offre pas de sens, cela signifie que nous sommes libres de créer notre propre sens. C'est une toile vierge, et le pinceau est dans notre main. Le sens n'est pas quelque chose à découvrir, le sens est quelque chose à construire. Notre musique, notre art, notre science, notre amour, l'aqsa, notre compassion, tout cela, ce sont nos réponses pleines de sens à un univers absurde. Le fait que l'univers ne nous ait pas donné de but n'est pas une malédiction. C'est la plus grande des libertés, car cela signifie que nous pouvons choisir notre propre but. L'émergence de la conscience n'a pas mis fin à l'absurdité de l'univers. Mais elle a fait naître le potentiel de créer des îlots de sens au sein de cette absurdité. Et toi aussi, tu es l'un de ces créateurs de sens. Ta vie est une peinture unique que tu dessines sur cette toile vierge. Chaque livre que tu lis, chaque nouvelle chose que tu apprends, chaque amitié que tu noues, chaque amour que tu ressens, sont autant d'étincelles de sens projetées dans un univers absurde. Tu n'es pas seulement un spectateur, tu es un créateur. Le sens que l'univers ne t'a pas donné, tu le reconstruis chaque jour par tes propres actions, tes propres choix, ta propre conscience. C'est ta plus grande force et ta plus grande responsabilité. Vivre dans un univers absurde n'est pas une raison de désespérer. C'est au contraire l'invitation la plus forte à créer notre propre espoir. Et ainsi, nous approchons de la fin de ce long voyage, de cette plongée dans les profondeurs philosophiques. Nous avons mesuré les murs. Nous avons fait face au paradoxe et nous avons remis en question notre propre place. Nous savons maintenant que nous sommes des êtres fondamentalement liés, mais physiquement seuls, existant pour un bref instant, créant notre propre sens dans un univers indifférent, vivant dans un cosmos immense. C'est notre identité cosmique. C'est le portrait le plus profond et le plus honnête que la science nous offre. Ce voyage nous a montré que l'univers est une prison. Mais il nous a aussi appris que les murs de cette prison sont faits d'étoiles. Et plus important encore, il nous a rappelé que même à l'intérieur de cette prison, notre esprit est libre. Notre esprit peut voyager plus vite que la lumière. Notre esprit peut remonter des milliards d'années en arrière et assister au Big Bang. Notre esprit peut imaginer des galaxies que nous ne toucherons jamais. Et notre esprit peut prendre toute cette connaissance et la transformer en art, en philosophie et en sens. Nous sommes peut-être physiquement emprisonnés, mais notre conscience est aussi illimitée que l'univers. Notre voyage se termine ici. Mais le vrai voyage commence maintenant, avec cette nouvelle compréhension, avec cette nouvelle perspective. Qu'est-ce qui changera lorsque nous retournerons à notre vie quotidienne?
Que verrons-nous maintenant lorsque nous regarderons ce ciel silencieux? Un vide? Ou un potentiel? Une solitude? Ou une unité? La connaissance de ces murs nous mènera-t-elle au désespoir? Ou rendra-t-elle cet instant que nous avons encore plus précieux? Car l'endroit où nous arrivons à la fin de ce voyage n'est pas une réponse. C'est une question plus profonde, et cette question est une question à laquelle chacun de nous doit répondre en son fort intérieur. L'univers nous a raconté son histoire. Maintenant, il est temps d'écrire la nôtre. Dans ce voyage, nous avons vu comment l'univers nous a séparés. Mais je ne vous ai pas dit une chose. Peut-être que cette histoire n'a pas de commencement. Et si le Big Bang n'était pas un début, mais un nouveau souffle après la mort d'un univers? Dans notre prochain voyage, nous irons avant le temps. Nous demanderons ce qu'il y avait avant le